Alors, c'est la troisième table ronde de la journée. On va parler argent, pour finir. Tout à l'heure, Pierre Giner a évoqué un concept que j'ai bien aimé qui s'appelait le visiteur augmenté. Alors là, on va parler de revenus ou de financement augmenté. On va essayer de trouver des idées. Autour de la table, quatre représentants de musées et lieux culturels, par ordre alphabétique. Thomas Bigeot, qui est responsable de l'e-publishing à la RMN Grand Palais, RMN GP. Constance Lombard, qui est responsable du service mécénat des entreprises à la direction du développement et du mécénat du musée du Louvre. Jean-Alain Pijarias, cofondateur de CapScience, de Bordeaux. Et Cécile Renaud, adjointe du directeur du développement culturel, en charge notamment des projets multimédia au musée du Quai Branly. Et qu'on ne me dise pas que la parité n'est pas respectée. Alors, on va parler de deux sujets au cours de cette table ronde. La première partie sera consacrée au financement. Comment on peut financer des nouveaux dispositifs numériques. Donc, quelle source de financement. Et accessoirement, enfin, c'est pas accessoirement, mais on fera une parenthèse et j'interrogerai peut-être un ou deux prestataires, hein, puisque là, il y a beaucoup aujourd'hui d'observateurs non éclairés qui disent que le numérique coûte très cher, coûte de plus en plus cher. Donc, je demanderai également, est-ce que c'est vrai que le numérique coûte de plus en plus cher, hein, et on prendra peut-être l'exemple de une ou deux applications ou développeurs d'applications pour avoir une idée combien coûte aujourd'hui une application ou une web app, pour avoir une idée aussi du coût des financements qu'il faut aller chercher. Et la deuxième partie sera plus sur les recettes, comment on peut générer des recettes, puisqu'aujourd'hui les musées, les lieux culturels doivent en partie, et en partie de plus en plus grande, générer une partie de leurs recettes, de leur budget. Donc on verra comment les outils numériques peuvent également permettre de générer ces recettes, notamment l'e-publishing, les applications. Est-ce qu'éventuellement c'est une concurrence pour l'édition traditionnelle, par exemple ? Et on essaiera d'avoir quelques résultats, justement, de chiffres d'affaires. C'est un peu bizarre de parler de chiffre d'affaires quand on parle de musées, de lieux culturels, mais de chiffres d'affaires générés par des applications mobiles, des applications numériques. Donc, pour commencer, je vous propose de démarrer par le financement. En gros, il y a trois types de financement aujourd'hui qu'on peut envisager. Le budget propre, on connaît les limites des budgets propres, des recettes publiques exceptionnelles, donc on aura un exemple, et évidemment le mécénat. Et on va essayer d'y passer un peu de temps parce que autant les mécènes, on a réussi à les faire venir dans des expositions, mais peut-être que c'est encore difficile de les faire venir dans des outils numériques. Et une autre forme de financement, ou c'est peut-être pas de financement, mais au moins de réduction des coûts, c'est la mutualisation. J'aimerais qu'on en dise également deux mots. Donc on va démarrer par le financement. Peut-être commencer par une recette publique exceptionnelle et prendre l'exemple de M. Pijarias de Bordeaux, puisqu'en plus c'est un exemple où il y a mutualisation et il y a recours donc, à ce qu'on appelle, c'est le grand emprunt ou c'est le grand emprunt. Donc expliquez-nous un petit peu comment vous avez monté ce projet. Enfin, le projet et comment vous l'avez monté. Est-ce que ça a été compliqué de mettre autour de la table plusieurs organismes culturels, ou scientifiques en l'occurrence, et est-ce que c'était la condition sine qua non pour avoir cet argent exceptionnel de la puissance publique? Est-ce que le fait d'être à plusieurs était un point de passage obligé? Bien, je ne sais pas si ça... Non, ça marche. Oui, c'est bon. Donc moi, je vais vous parler rapidement du programme InMedia. Vous voyez s'afficher les points bleus sur la carte de France qui montrent les territoires sur lesquels, effectivement, les différents centres de sciences qui constituent le consortium InMedia pour innovation, médiation sur des territoires. Il s'agit donc de centres de sciences, et parmi lesquels vous voyez à Paris Universcience, qui est une des composantes du projet InMedia.
Donc peut-être deux réponses directes. La première réponse, c'est que Unimédia n'est pas venu comme ça par hasard ou par un effet d'aubaine. Il est venu du fait que depuis plusieurs années, à travers de la coproduction, à travers des échanges de savoir-faire, à travers des expérimentations, on pourra en dire 2 ou 3 mots tout à l'heure, ces différents centres de sciences sont arrivés à un certain niveau, on va dire, de maturité par rapport au numérique, et que ces différents centres ont choisi, dans le cadre d'Immédiat, d'utiliser leur savoir-faire et de mutualiser leur savoir-faire dans le numérique pour aller toucher de nouveaux publics, et en particulier de nouveaux publics sur les territoires et des nouveaux publics dits éloignés. Tout à l'heure, on a parlé des visiteurs simplifiés, augmentés, etc. Nous, ce qu'on vise, c'est effectivement des visiteurs éloignés des centres de sciences. Les centres de sciences ont une particularité forte par rapport aux musées qui ont des collections, même aux muséums, c'est qu'eux, ils n'ont pas de collection, et qu'un des enjeux, c'est de capitaliser sur leur historique de relations avec les publics, leur historique de présentation des savoirs dans le domaine scientifique et technique, et que le numérique, effectivement, est un outil très puissant pour ça. Voilà. Donc, quand les investissements d'avenir sont arrivés, quand il y a eu une ligne spécialement dédiée, et j'irai pas l'un sur la réduction des distances pour les publics défavorisés, à propos de la culture scientifique, eh bien, il nous a semblé naturel, à 3, 4, puis 5, puis c'est en train de faire boule de neige, de se rassembler, de se réunir et de se dire comment on peut profiter de ces investissements d'avenir dans la logique des investissements qui est double. La logique des investissements d'avenir, c'est d'abord des investissements, c'est-à-dire que ce n'est pas du fonctionnement. C'est vraiment l'occasion de se doper en matière de savoir-faire, de technologie, d'organisation. Et le deuxième volet, c'est que ça doit toucher des territoires. C'est-à-dire que dans ce mouvement, et ça rejoint la deuxième question, dans ce mouvement-là, il ne s'agit plus de financer des programmes ou de vivoter à partir de programmation un petit peu standard, mais de redéfinir la position d'un centre de sciences dans un territoire. Alors, très rapidement, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que ces territoires sur lesquels vivent les centres de sciences, et ces centres de sciences offrent des vrais services aux populations en termes d'éducation, de culture, etc. La manière dont ils se positionnent par rapport aux collectivités territoriales en particulier est totalement nouvelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des lieux d'expérimentation, de recherche-développement, et ils constituent un terreau fertile pour innover dans l'économie créative. Et en ce sens, ils vont participer à tous les mouvements qui ont lieu en ce moment en France, sur les Fab Labs, sur les Living Labs, sur les cités numériques, sur les cantines, et j'en passe et des meilleurs. Et vous voyez que ça veut dire que c'est un repositionnement du centre de sciences sur son métier véritable, sur sa valeur véritable. La valeur véritable d'un centre de sciences, c'est d'animer une communauté autour des savoirs et de diffuser ces savoirs. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir travailler, là encore ça rejoindra la deuxième question tout à l'heure, ça va pouvoir travailler aussi bien avec des universités, émarger des programmes de recherche. Beaucoup d'entre nous sont co-acteurs dans des programmes de recherche, notamment pour le volet dissémination et sensibilisation des publics. Et puis, en même temps, travailler avec les entreprises, notamment les jeunes entreprises d'économie créative, et travailler sur la formation, sur l'amont, c'est-à-dire ce qui a été évoqué tout à l'heure, ces fameuses questions, en quoi le numérique est en train de changer complètement la manière d'exercer son métier, qu'on soit un médiateur, qu'on soit un concepteur multimédia, on a parlé de transmédia, c'est pas la même chose que le plurimédia, c'est vraiment une révolution dans les esprits, ou qu'on soit programmeur ou programmateur de contenu scientifique, puisqu'avec le numérique, on travaille non seulement, comme le thème de la journée l'indique, avant, pendant et après, mais surtout on s'affranchit des distances physiques et des distances historiques. C'est-à-dire que les mêmes contenus peuvent réapparaître 2 ans après, 3 ans après. Donc nos contenus qu'on a pu produire de manière événementielle, c'est un peu une manière traditionnelle de travailler, eh bien, on va pouvoir les revaloriser plusieurs fois. Et là, il y a des sources d'économie potentielles très fortes. J'étais très surpris quand vous m'avez envoyé les éléments sur le projet, parce que c'est un montant de 31 millions d'euros. Ça donne le vertige. Qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent et est-ce que vous en avez un peu en trop pour en donner à d'autres ou Alors, 31 millions d'euros, c'est à la fois beaucoup, mais c'est peu si chacun
effet cavalier seul. Je m'explique. Dans Immédiat, on a à peu près 6 lignes de programme, dont une ligne forte sur l'évaluation. Beaucoup de questions ont été posées tout à l'heure sur l'évaluation. Qu'est-ce que ça change réellement? Est-ce que vraiment vous allez toucher des nouveaux publics? Comment vous allez faire les mutations technologiques et les mutations professionnelles dans vos centres? Donc ça, c'est un volet transversal, qui est un programme de recherche en soi. Et puis, il y a des équipements. Des équipements, j'ai cité tout à l'heure Fab Lab, Living Lab ou Média Mobile, ce qu'on appelait Média Mobile, c'est-à-dire des unités mobiles qui vont pouvoir se déplacer sur le territoire. La différence avec les Fab Labs ou Living Lab existants, c'est qu'on va essayer d'incorporer toutes ces pratiques, qui sont déjà des pratiques sociales, qui sont des pratiques culturelles, qui ont des visées démocratiques, qui ont des visées d'apprentissage technologique. On va essayer de les incorporer à la conception même de nos expositions. Par exemple, tout à l'heure, il a été évoqué la foultitude d'écrans dans une exposition, ou les écrans qui sont déjà dans l'exposition et ceux que le visiteur trimballe avec lui, etc. Donc, un des aspects par rapport au Living Lab, c'est que l'exposition elle-même soit un Living Lab. Je vous donne 2-3 exemples. On a commencé à expérimenter des éléments de recherche-développement intérieurs à l'exposition. Par exemple, on a pu tester dans une dernière exposition le fait qu'un laboratoire universitaire, et avec l'INRIA, cherche à savoir si la manière dont on compresse le son est vraiment sensible. Est-ce que ça a vraiment du sens par rapport à la perception des visiteurs? On a eu 8000 captations en direct. Vous imaginez le panel que ça représente. Et ça, c'est une matière de recherche forte, à la fois pour les gens qui travaillent dans l'industrie sonore et puis sur la recherche physiologique ou technique. Là, vous voyez par exemple, un seul exemple, fait que si on arrive à transférer tous ces savoirs et toutes ces pratiques à l'intérieur même de la conception des expositions, évidemment, l'exposition va changer. Une exposition en Living Lab, pour nous, c'est une exposition, on a été évoqué tout à l'heure, c'est une exposition en mur blanc, au sol blanc, et le déplacement du visiteur dans l'espace va créer l'espace rêvé par le visiteur ou projeté par le visiteur. Et la déambulation des visiteurs va créer des contenus. Si on sait les capter, ça a été évoqué par plusieurs technologies tout à l'heure, si on sait les évoquer, si on sait jouer sur les sensations, eh bien, c'est des choses qui sont merveilleuses en termes de reproductibilité, de capacité à réinventer une scénographie. Voilà les enjeux. Alors, 31 millions, c'est pour 6 centres. C'est pour 4 ans. Donc, il faut relativiser, remettre aux échelles. Mais c'est vrai que par rapport à certains budgets, ça peut représenter, dans cette phase d'évolution, jusqu'à 20% du budget d'un centre. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Et nous sommes donc 6 centres, Caen, Toulouse, Grenoble, Rennes, Universcience et Capscience. Et dans ces 31 millions, la règle des investissements d'avenir, c'était de démontrer la capacité de ces centres à mutualiser. C'est pour ça que les différents projets dont je vous parle, et services dont je vous parle, Navinum Scienceonote par exemple, qui est ancêtre de Navinum Scienceonote, merci Roland, hein, c'était à la visite plus. Hein, voilà. Et donc maintenant on est dans des technologies NFC par exemple, on est capable de résoudre quelques problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, et de retracer la visite et d'adapter la visite en fonction des centres d'intérêt du visiteur, et de le faire partager avec d'autres visiteurs dans une sorte de communauté instantanée, etc. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que ça repose clairement sur un background qui existe déjà, en partie, c'est-à-dire chacun arrive avec sa propre compétence. On a accepté à 6 qu'il y ait un pilote et un seul, voilà, par chantier, hein, pour pas que ça soit l'Assemblée générale permanente et qu'il y ait vraiment un cœur de compétences. Hein. Et ensuite, on va organiser entre nous des sessions d'échange, de partage, de dissémination, de diffusion. On en parlait tout à l'heure avec Rennes, qui est venu ici. Voilà. Et donc ça, la première règle, c'est ça. Et les 15 millions, parce qu'il faut faire 2 fois 15, ou 16 et 15, parce que c'est en 31, 15 millions par le grand emprunt, et 16 millions parce qu'on a été capable ensemble de mobiliser des ressources supplémentaires. C'est ça qui est important par rapport à la question, des ressources supplémentaires en termes d'investissement auprès de nos financeurs habituels. Quand je dis financeurs habituels, on pourra détailler tout à l'heure, mais c'est au sens très large. C'est aussi bien des entreprises avec lesquelles il y a de fortes collaborations. Je pense Universcience avec Dassault, nous avec IBM, enfin, il y a Rennes avec France Télécom, etc., etc. Donc il y a des c'est pas des sponsors, c'est des co-créateurs partenaires depuis longtemps. Chacun les apporte. Donc il y a une partie de valorisation. On peut dire autour de 10%. Hein.
Et puis ensuite, il y a le fait qu'on a été capable de mobiliser les territoires, hein, au sens large, de manière très écuménique, hein, et que les collectivités territoriales ont saisi cette opportunité de comprendre que la véritable destination des centres de sciences et l'intérêt social avec ces centres de sciences, sociales et culturelles, c'était qu'ils s'intègrent à la nouvelle économie. Voilà. Et que ce n'étaient pas des centres de coûts, mais que c'était des centres qui permettaient de développer de nouvelles pratiques à la fois culturelles, économiques, inventives, des brevets, des produits, etc. Voilà, ça on parlera peut-être tout à l'heure. 2 petites questions. Réponse courte. Emprunt, ça veut dire remboursement. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle économique derrière, hein, qu'il faut générer des revenus. Et deuxième, à partir du moment où c'est la puissance publique qui quelque part investit, ou co-investit, est-ce que si une technologie s'avère extrêmement positive, n'importe quel centre scientifique, voire un centre culturel, peut venir vous voir en vous disant « c'est bien votre technologie, est-ce que je peux en bénéficier ou l'utiliser ?» Oui, alors d'abord, emprunt, vous savez que dans la logique d'investissement d'avenir, c'est l'État qui a emprunté grâce aux intérêts, qui a replacé et qui, grâce aux intérêts, redistribue des cofinancements, en fait. Hein. Donc c'est un cofinancement, c'est un peu la logique des fonds européens et des projets européens. Donc vous ne remboursez pas. Voilà. Nous ne remboursons pas. Par contre, on s'engage effectivement dans un processus de transférabilité. D'abord entre nous, hein, et ensuite d'utiliser évidemment de l'open data, de l'open source, etc., de manière à ce que ces inventions puissent se transférer très facilement. Merci. On reviendra après à vous. Alors, ça fait rêver. C'est un peu intergalactique comme projet. Donc on va revenir à un autre secteur, la culture, et à des projets qui sont peut-être plus immédiats. Et on va commencer par le Louvre. C'est marrant parce qu'hier, il y avait un vernissage d'une exposition, l'exposition de Léonard de Vinci, et je me suis amusé à regarder les cartels. C'est toujours intéressant de regarder les cartels de remerciements. Et je vous lis les cartels de l'exposition Léonard de Vinci. Donc, la restauration de la Sainte-Anne a bénéficié du soutien de M. Barry Lam, chairman de Quanta Computer Taïwan. L'exposition a bénéficié du soutien de Salvatore Ferragamo. Et il y a un petit film, quelque part, qui est projeté, Naissance d'un chef-d'œuvre, 4 minutes, une animation présentée grâce au mécénat de Samsung Electronics France. Et je trouvais que c'était un beau résumé de la manière dont, petit à petit, le mécénat pouvait aussi toucher quelque part le numérique. Donc là, c'est le petit film de 4 minutes. J'imagine que c'est quelques pourcents dans l'enveloppe globale des mécènes, hein, à la fois de la restauration et de l'exposition, mais c'est un démarrage. Hein. Vous avez fait une annonce il n'y a pas longtemps au Louvre, qui a été l'annonce de votre partenariat avec Nintendo. Donc ça avait fait beaucoup parler. Et lors de la même conférence de presse, vous aviez annoncé que le budget global du nouveau site du Louvre était d'environ 1 million d'euros, financé aux 2/3 par le mécénat, notamment avec le partenaire historique Accenture et de nouvelles entreprises qui avaient rejoint le... Alors, ma question va être très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ou 3 ans d'aller voir un mécène et de lui dire vous n'allez pas investir dans l'exposition, mais dans son prolongement Internet, ou dans un outil numérique totalement déconnecté d'une exposition, ou est-ce que ça reste encore extrêmement difficile, que ça demande beaucoup plus d'énergie que d'aller vendre le mécénat d'une exposition? Alors effectivement, peut-être pour répondre à vos questions, d'abord contextualiser un petit peu le modèle économique général d'un musée comme le Louvre, qui a connu énormément de bouleversements dans les 15 dernières années. Juste pour rappel, il y a 15 ans, effectivement, 70 à 80% du budget du Louvre, qui aujourd'hui s'élève à 220 millions d'euros, était financé par l'État. Aujourd'hui, l'État finance entre 48 et 49% du budget du musée. Un budget d'aujourd'hui 220 millions d'euros. Donc on est passé vraiment d'un modèle où l'État était majoritaire à un modèle où il devient minoritaire dans les apports financiers du musée. Ces apports financiers, pour donner des grandes masses, sont de 2 ordres. Le premier, le plus historique, la billetterie, donc la vente de tickets, la fréquentation ayant très, très fortement augmenté dans les 10 dernières années. Cette ressource mécaniquement augmente. Et nouvelle ressource qui s'est développée depuis la loi Aillagon en 2003, mais aussi suite à une volonté vraiment déterminée de la direction du Louvre de développer ces nouveaux financements, le mécénat, donc, qui en France bénéficie d'un cadre fiscal vraiment exceptionnel.
Alors effectivement, le mécénat, historiquement, on l'imagine plutôt à travers des opérations patrimoniales très traditionnelles, comme le don d'œuvre, qui était l'acte le plus classique de mécénat, ou alors du mécénat financier pour permettre des opérations comme celle que vous venez de mentionner, l'exposition Sainte-Anne, où effectivement, vous avez cité 3 mécènes, la majorité des financements vont à des activités très traditionnelles du musée, comme la restauration d'une œuvre ou encore l'organisation d'une exposition. Cela dit, dans les 10 dernières années, effectivement, on a vu une sorte d'explosion du nombre de mécènes, liée aussi à une très grande croissance des ressources humaines dédiées à la recherche de financement. Et parmi ces mécènes, une partie vraiment non négligeable en volume financier, mais aussi en nombre d'acteurs impliqués, se sont consacrés aux problématiques des nouvelles technologies. Alors, j'aurais du mal à répondre de façon complètement univoque à votre question, savoir si c'est plus ou moins facile de trouver des mécènes pour les nouvelles technologies que pour des activités traditionnelles, puisque c'est un domaine qui est à la fois extrêmement séduisant, en termes de communication par exemple, beaucoup plus porteur, et en même temps plus complexe, dans la mesure où ce n'est pas le cœur de métier intuitif d'un musée. De nombreux musées se sont lancés là-dedans, mais pour autant, les grands acteurs du web ne sont pas historiquement bien sûr les musées. Et d'autre part, justement, il y a une sorte de réticence à savoir si un musée va finalement obtenir de l'aura sur Internet, à mesure où la fréquentation d'un musée, du site Internet par exemple du musée du Louvre, qui reste un site Internet très fréquenté, est epsilonesque par rapport à ce que peut être la fréquentation d'un site Internet traditionnel. Donc, par exemple, avec 11 millions de visiteurs sur le site du Louvre, c'est un chiffre tout à fait honorable, mais en même temps, pour une audience Internet, c'est pas une audience différente. Oui, alors bien sûr, c'est pas la même fréquentation, c'est pas la même pratique, c'est pas la même visibilité, mais pour autant, effectivement, la recherche de fonds n'est pas toujours simple. Alors, on peut, je pense, distinguer 2 types de partenaires. Les partenaires qui apportent des financements numéraires, qui pour le coup, ne sont pas si simples à trouver que ça, même si on y est parvenu. Ça a été au terme d'efforts de recherche de fonds très importants. Effectivement, le nouveau site du Louvre qui a été mis en ligne en fin d'année dernière est financé en grande majorité par des mécènes, par des entreprises qui ont apporté de l'argent en numéraire. Mais curieusement, lorsqu'on a pris notre bâton pèlerin pour chercher des financements, un peu naïvement, on s'est dirigé vers les grandes entreprises du domaine des nouvelles technologies. Et là, on a compris que c'était pas forcément la démarche de mécénat qui allait les séduire. C'était plutôt des démarches d'échange de visibilité, ou alors c'était surtout les contenus du musée qui les intéressaient. Sujet vraiment délicat, dans la mesure où les contenus au Louvre, comme dans tous les musées, sont très abondants et de très haute qualité, mais justement sont une marchandise précieuse qu'on n'a pas forcément envie de céder immédiatement. Et finalement, nos mécènes, pour ce site internet, se sont trouvés être des entreprises du secteur des beaux-arts, pas forcément investies initialement dans les nouvelles technologies, mais qui voulaient accompagner le musée dans ces problématiques-là pour justement s'enrichir, parce qu'ils rencontraient les mêmes problématiques sur le web et ailleurs. Et donc le principal mécène de ce site internet a été Canson. Donc, a priori, une surprise, parce que Canson est une PME. C'est du papier. C'est une énorme PME, c'est du papier, effectivement. Et à l'origine, c'était un de nos petits mécènes qui faisait partie de notre club de mécènes et qu'on a rencontré, je me rappelle, un mois de juillet, un jour un petit peu de désœuvrement, où on s'était dit qu'on allait les inviter à discuter un petit peu. Et puis, le directeur général nous a fait part de ces problématiques du moment. Et il nous a dit, écoutez, moi, ce que je cherche, c'est vraiment redynamiser les pratiques du dessin en amateur. Donc, avant tout, faire en sorte que les gens dessinent plus et surtout échangent autour de leur pratique du dessin. Et donc, pour redynamiser ces pratiques, j'ai besoin de 3 choses. La première chose, c'est de créer une vraie communauté autour des pratiques du dessin via le web. Donc, développer un site communautaire autour des pratiques du dessin et de la peinture en amateur. Deuxième chose, c'est rappeler que Canson n'est pas juste une marque pour les scolaires et une marque pour les enfants, mais aussi un producteur de beaux-arts qui historiquement a fourni en papier et en couleur les grands artistes comme Ingres, Delacroix ou d'autres. Et troisième chose, rappeler la vocation pédagogique de Canson, activité plus traditionnelle, puisqu'ils étaient attachés aux ateliers.
Et donc, à partir de ces 3 contraintes, enfin de ces 3 objectifs qui rejoignaient les velléités du musée, on a construit un partenariat en 3 étapes, enfin une sorte de fusée à 3 étages. Le premier étage étant effectivement le site internet, puisque nous-mêmes, on avait pensé à expérimenter des communautés autour du web pour justement que les gens échangent autour de... Alors, ce n'était pas les pratiques du dessin ou de la peinture, mais autour de leur perception des œuvres du Louvre. Donc on leur a proposé de devenir partenaire du site. Le deuxième étage de la fusée était un peu plus déconnecté de nouvelles technologies, puisqu'il s'agissait de coproduire avec Canson une exposition sur le dessin en tant que support de création et de redonner à Canson une sorte de profondeur historique, leur permettant de montrer à tous que les artistes avaient commandé des papiers Canson et avaient initialement utilisé cette maison historique comme vraiment quelque chose pour nourrir leur créativité. Et dernier étage plus classique, les ateliers pour lesquels ils fournissent du papier et d'autres matériaux. Voilà, donc c'est un exemple que j'ai un petit peu développé pour vous prouver que finalement, après avoir fait le tour d'à peu près toutes les nouvelles entreprises du web, les grosses comme les plus petites, les startups dynamiques comme les grandes entreprises incontournables des nouvelles technologies, finalement on a fini par trouver un financement très important, puisque le total c'était un peu plus de 1 200 000 € qui a été trouvé grâce à ça, par finalement s'associer à un partenaire très traditionnel. Voilà pour les apports en numéraire. Par ailleurs, de façon plus ancienne, et là je pense qu'on a plus de facilité à trouver ce genre de financement, de partenariat, on s'associe avec des entreprises qui, elles, sont vraiment actives dans le secteur des multimédias pour 2 types de choses. Avant tout, pour expérimenter les nouveaux outils. Ça a été le cas depuis presque 8 ans maintenant avec le Japon, puisqu'on s'est associé avec une entreprise japonaise, la DNP, qui nous a proposé de présenter au Japon chaque année une œuvre qui serait décrypté grâce à des outils multimédia particulièrement innovants à travers ce qu'on appelait un laboratoire. Alors, le Japon est une terre vraiment historique pour le Louvre. Les Japonais sont parmi les nationalités les plus représentées. Il y a un appétit culturel et artistique très fort à Tokyo et ailleurs. Et donc, c'était vraiment un lieu où... Et puis, par ailleurs, bien entendu, les Japonais sont eux-mêmes extrêmement avancés dans ces questions-là. Et donc, ça a été vraiment une aide pour le musée du Louvre pour développer des outils qui, par la suite, ont pour vocation d'être installés dans le musée physique à Paris. Donc ça, c'est les genres de partenariats qui sont peut-être plus aisés à trouver de prime abord, qui apportent beaucoup à des institutions qui n'ont pas a priori forcément toutes les clés en main pour développer de nouveaux outils, et qui sont complexes d'un point de vue juridique et commercial à monter, mais qui effectivement donnent d'excellents résultats. Et enfin, 3e type de partenariat avec des cabinets de conseil. Vous avez cité Accenture, qui effectivement nous suit dans notre stratégie multimédia depuis de nombreuses années, qui nous a aidés notamment pour les 2 derniers sites internet, celui qui a été lancé l'année dernière et celui qui avait été mis en ligne en 2006, et qui là également est d'une aide précieuse, puisqu'ils nous mettent à disposition plusieurs consultants en permanence, ce qui nous permet là aussi de répondre à des problématiques épineuses dans la fonction publique en ce moment, que sont les problématiques de ressources humaines. Et là, c'est du mécénat de compétences. Et là, c'est du mécénat de compétences. Alors, je vais revenir à Nintendo, et je vais faire un peu l'avocat du diable. Je vais vous poser la question que beaucoup de personnes se posent dans la profession. Et ça a été évoqué tout à l'heure par quelqu'un qui disait, est-ce qu'en s'associant à une entreprise de nouvelles technologies, on n'est pas dépendant quelque part, pour ne pas dire plus, d'une technologie? Est-ce qu'on ne perd pas quelque part sa liberté d'aller explorer d'autres technologies ou d'autres types de supports? Et alors pour poser la question brutalement pour Nintendo, vous avez choisi Nintendo pour votre nouvel audio guide. Et si c'était le mauvais cheval, si dans 2 ans Nintendo était une mauvaise technologie, je caricature, hein, et vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, 5000 Nintendo, des contenus, j'imagine, qui ont été développés pour cette plateforme. Et est-ce que ce n'est pas la limite, quelque part, de ce rapprochement avec des entreprises de technologie, d'ailleurs, dont vous disiez que c'était compliqué, d'ailleurs, à faire, ce type de rapprochement?
Alors effectivement, c'est une prise de risque assez forte, hein, qui est assumée dès lors que c'est la condition sine qua non pour mettre en place des outils ambitieux. Sinon, il faudrait s'en tenir à des solutions beaucoup plus modestes et qui ne seraient peut-être pas à la mesure des ambitions que se donne le musée du Louvre. Alors effectivement, il y a des choix... peut-être éditoriaux, mais presque forts, en choisissant telle entreprise plutôt qu'une autre. Là, c'est plus marketing qu'éditorial. Oui, et aussi éditorial, puisque derrière, une technologie détermine aussi quelque part la façon de présenter un contenu et le message qu'on veut véhiculer auprès du public. Après, effectivement... il y a une dimension d'opportunité, bien entendu, je ne le cache pas dans le fait d'avoir choisi Nintendo plutôt qu'un autre. Mais ensuite, ce sont des décisions qui se prennent vraiment en amont, savoir d'arbitrer justement entre la liberté qu'on peut avoir de de renoncer par exemple à un apport en mécénat Nintendo et puis de préférer avec un financement public se donner une liberté de choix plus grande, ou bien de penser que cette solution-là peut être adéquate avec les attentes du public et de la choisir. C'est des choix c'est des choix effectivement risqués qui sont faits en amont en essayant de, bien entendu, mesurer toutes les conséquences qui peuvent en découler. Après, un mécénat ne lie pas énormément plus qu'un contrat classique, si ce n'est que, parce qu'on peut bien entendu, et c'est pour ça que c'est complexe juridiquement, limité dans le temps, limité dans les conséquences et limité dans les processus de décision, l'ampleur et la durée des partenariats. Donc, effectivement, c'est des choix audacieux, mais en même temps, je pense que c'est le prix à payer d'une ambition forte. Et est-ce que le fait que Nintendo soit rentré dans l'aventure, c'est lié à l'image dont vous parliez du Louvre au Japon? Est-ce que c'est quelque part le cheminement presque logique ou naturel? Oui, c'est vrai qu'il était assez naturel qu'on travaille avec le Japon. Alors, vous avez cité Samsung, nos relations avec la Corée sont moins anciennes. C'est vrai qu'au Japon, on était en terrain connu, dans la mesure où, effectivement, on a nous-mêmes d'ailleurs des équipes japonaises au sein de notre direction, où on a des process de travail très rodés, et où on savait qu'on avait une sorte de communauté de pensée qui nous laissait croire qu'on arriverait à dialoguer dans le quotidien de façon constructive. Donc, il y avait un côté rassurant, et bien entendu, ce n'est pas un hasard si c'est une entreprise japonaise qui a répondu à notre appel. Merci. On va passer du Louvre au Quai Branly, on va traverser la Seine. Vous allez, dans quelques jours, vous allez avoir votre semaine du musée numérique, qui associe des entreprises ou des partenaires. Donc, est-ce que c'est une manière de montrer que c'est plus facile, que les entreprises répondent plus, qu'elles s'investissent dans ces nouvelles technologies? Et pour poser la même question que celle que je posais au Louvre, est-ce que vous sentez que c'est plus facile aujourd'hui d'embarquer des mécènes dans des projets technologiques? Oui, alors disons que c'est peut-être un schéma, un rapport qui est un peu différent parfois. Alors, aussi il y a bien sûr le mécénat classique, c'est le mécénat d'exposition, et c'est vrai que par rapport à la question aussi que vous me posiez au téléphone, on va intéresser un mécène à une exposition en général. Et c'est pas parce que cette exposition aura en plus une application ou un développement numérique quelconque qu'on pourra demander plus au mécène ou l'attirer en fait. C'est-à-dire que... C'est ma question suivante. Pardon, j'ai commencé... je l'ai fait à l'envers. Non, mais parce que c'est le chapeau en fait, puisqu'effectivement c'est la porte d'entrée en général. Comme on a des expositions qui sont très thématiques sur des pays, sur des secteurs, c'est vrai qu'on arrive beaucoup à aller cibler, on va dire, des entreprises sur une exposition. On leur propose un package qui est suffisant en termes de visibilité, ce qui fait qu'on ne se dit pas aujourd'hui, comme on pourrait se dire, offrons-leur en plus une application ou un développement numérique, et ça va soit leur permettre de donner plus, soit les attirer, enfin faire la décision. Donc, dans mon esprit, c'était pas offrons-leur, c'était non, mais alors ça, proposons-leur d'être le partenaire d'une application
et donc d'un prolongement plus important, d'une extension de l'exposition, d'une extension de la visibilité. Oui. Et en échange de ça, ils mettent 5% de plus dans le budget de mécénat. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est a priori pas tellement une logique dans laquelle nous, on est en tout cas, tout simplement parce que de toute façon, on raisonne sur un forfait qui ne couvre évidemment pas du tout l'exposition, et en fait, dans lequel tout est compris. Et c'est vrai que dans la relation au mécène, c'est pas forcément non plus génial. Quand il a dit, bon, bah ok, je donne tant, de lui dire, ah, bah, en fait, est-ce que vous pourriez donner un peu plus? Bon, voilà, c'est pas trop comme ça qu'on procède. Mais ça, c'était donc pour répondre à une question que vous n'aviez pas posée. Donc, je vais essayer de répondre quand même à la question que vous avez posée. C'est vrai que ce qui est particulier dans ce secteur, c'est que, c'est ce qui s'est déjà dit à plusieurs reprises cet après-midi, il y a des entreprises qui viennent vers nous pour nous proposer des choses qui, finalement, en termes de mécénat, est quand même assez rare. Enfin, on va dire qu'une équipe mécénat passe quand même le 3/4 de son temps à aller vers. Et là, en fait, on se retrouve avec des petits projets, enfin petits, comparés bien sûr à des mécènes d'exposition et des choses comme ça. Donc des entreprises qui viennent vers nous en disant voilà, j'ai fait ça, ce serait génial que je puisse effectivement, j'ai ce contenant ou cet outil, je voudrais le déployer en partant d'une partie de vos collections, de vos œuvres. Ce serait évidemment une visibilité pour ces entreprises puisqu'on est dans les grands musées. Et pour nous, du coup, c'est, j'allais dire, tout bénef, puisque ils sont venus nous voir. A priori, c'est très innovant. On est les premiers à l'avoir. Donc voilà, pourquoi dire non? Donc c'est vrai qu'on a ce type de partenaire. On a eu récemment, par exemple, pour être très concret, sur notre application iPad, un développement qui permet de visiter le jardin à 360 degrés, qui est justement innovant, puisque c'était la première fois que cet outil-là existait. On nous l'a proposé, donc nous, évidemment, on était ravis. Maintenant, ce qui est difficile dans ce genre de cas, c'est finalement aussi d'arriver à fidéliser. Parce que vis-à-vis du public et vis-à-vis de nous-mêmes, de notre politique, du travail des conservateurs, etc., c'est vrai qu'on ne peut pas multiplier les one-shots comme ça, qui peuvent être qui pourraient devenir anecdotiques ou bien manquer de visibilité générale par rapport à... Donc c'est des ressources voilà. déjà limitées, aux ressources humaines limitées. Oui, aussi. Donc c'est vraiment, je pense, la particularité du mécénat en fait numérique. Après, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la semaine numérique. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ce qui s'est dit déjà dans l'après-midi, quand je ne sais plus quel intervenant disait que le temps du musée était pas forcément le temps de la technologie. Et c'est vrai que nous, avec nos processus de marché public, etc., on peut être facilement en retard, on va dire. Donc l'intérêt du projet de la pépinière qui a été développé au musée, c'est précisément d'essayer d'être un peu en avance, donc de travailler. En l'occurrence, il s'agit de travailler avec une école qui est l'ENSI pour vraiment inventer, en fait, vraiment être sur une expérimentation complète, en sachant qu'il y aura donc un taux d'échec assez important. Et ça peut intéresser aussi des entreprises. En l'occurrence, Orange s'est associé à cette démarche dans le côté hyper expérimental. Et là, c'est des mécénats qui sont très... peut-être plus compliqué à contractualiser que les mécénats classiques qu'on peut faire pour une exposition, puisqu'il y a une partie en nature, une partie en compétences, une partie financière, et que finalement la partie en nature, elle va changer parce qu'un coup, il faut 3 iPads prêtés, et finalement, en fait, il faut... Donc c'est vrai que c'est vraiment du tricotage, et c'est aussi beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est essentiel, puisque... c'est vraiment un investissement d'avenir d'une certaine manière. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi, je pense, une particularité parce qu'on n'a pas du tout ce niveau de tricotage pour des petits montants finalement aussi dans les autres secteurs du musée. Donc ça, c'est les deux particularités. Après, je pense que on parle souvent de crise du mécénat culturel, puisque les entreprises seraient plus intéressées pour les aspects sociaux ou environnementaux. Je pense que justement, dans le numérique, ça reste quand même moins difficile. Cette crise est moins subie, mais enfin, c'est du ressenti. Et ce qu'on a aussi, mais plus rarement, quand même, pour finir le panel, c'est pas tout à fait votre question, mais tant pis, on a aussi, bien sûr, des entreprises qui sont déjà mécènes du musée et qui, on sent qu'elles ont finalement envie de faire autre chose et on arrive à les attirer dans ce secteur-là. C'est ce qui s'est passé dans notre cas pour le développement de l'application Android. En fait, c'était un mécène qui existait au musée et qui a fait ça parce que c'était Augusta Reeves. D'accord.
Donc qui a fait ça pour la première fois aussi. En fait, du coup, pour eux, c'était un moyen de se lancer éventuellement dans ce secteur, mais surtout d'accompagner plus le musée, en fait. Donc on les a attirés dans ce cas. Bon, alors vous m'avez piqué la dernière réponse, parce que en Angleterre, la fameuse grande exposition sur Léonard de Vinci, j'étais tombé par hasard sur une application. Alors ce n'était pas l'application de l'exposition tout à fait, c'était la visite de l'atelier de Vinci. Et j'étais un peu bluffé parce que l'application, c'était une application qui a été entièrement financée par HSBC, qui était le mécène principal de l'exposition. Mais alors, on arrivait sur l'application, c'était sous le nom d'HSBC sur iTunes, et on voyait aucun contrôle éditorial ou commissaire d'exposition derrière. On avait l'impression que le mécène, alors je sais pas si j'imagine qu'il avait l'autorisation de le faire, mais il s'est fait plaisir et il s'est fait un jouet, un produit donc mis gratuitement à disposition du public sur iTunes. Est-ce que c'est quelque chose, alors je pose la question aux deux musées, est-ce que vous pouvez accepter quelque part de perdre le contrôle sur le contenu et laisser un mécène développer quelque chose Alors, il y a deux éléments dans ce que vous dites. D'abord, la question du contenu. Et là, je pense que ça va être le cas également du Quai Branly, mais il y a vraiment un souci des musées de vouloir vraiment avoir ce souci du contrôle du contenu, au sens où on peut tout à fait travailler en partenariat avec un mécène ou avec un autre musée qui peut être partenaire ou d'autres personnes tout à fait qualifiées pour apporter du contenu. Mais en revanche, je n'ai pas regardé l'application sur l'exposition Léonard, mais il y a vraiment un soin particulier apporté à l'éditorial qui fait que même lorsqu'on réalise des catalogues, par exemple, pas forcément dans le cadre des nouvelles technologies, mais on réalise des opérations par exemple avec l'entreprise Eni qui se situe à Milan, où on coédite un catalogue, l'intégralité des textes sont relus avec un droit de regard et de veto de nos conservateurs. Donc là-dessus, il y a une vigilance vraiment particulière pour faire en sorte que tout contenu qui est diffusé au nom du Louvre soit vraiment de qualité, car je pense que c'est ce qu'attendent en premier lieu les internautes ou les lecteurs. Le deuxième élément, c'est la publicité que pourrait induire une application qui est sous le nom d'HSBC, comme vous l'avez décrite. Là, je pense qu'en France, on a une distinction très forte entre ce qu'on appelle du mécénat et ce qu'on appelle du parrainage, du sponsoring, où effectivement une entreprise ne peut pas, lorsqu'elle est mécène, utiliser un contenu quel qu'il soit pour faire une promotion qui soit commerciale ou de la publicité. Donc là-dessus, on est très vigilant et je pense que cette sorte de pratique ne pourrait pas avoir lieu. Après, lorsqu'il s'agit d'un parrain ou d'un sponsor, là, les règles fiscales sont plus souples et la législation est beaucoup plus permissive. Et c'est un accord de gré à gré entre les deux partenaires. Donc ensuite, à chaque musée de décider la limite qu'il veut fixer à son partenaire. Mais je pense qu'il y a une logique quand même de respect de l'image réciproque des deux partenaires qui fait qu'on arrive en tout cas à échapper à ce genre de dérive. Du côté du musée du Quai Branly. Oui, évidemment, je souscris complètement à cette analyse, mais je dirais qu'en fait, c'est un peu le même problème. Enfin, c'est une question qu'on s'est posée, qu'il faut se poser à chaque fois, mais qui finalement est aussi simple que si le mécène voulait mettre son nom en énorme à l'entrée de l'exposition, en fait, on lui dirait non. En fait, bon. Voilà. Et donc, effectivement, ça peut être des débats qui reviennent parce qu'il le veut un peu plus gros, il le veut un peu plus à l'entrée, un peu plus aussi à la sortie, mais finalement, ça va être les mêmes discussions qu'on va avoir sur le numérique. Mais évidemment, la logique, on est des structures publiques, c'est toujours que les gens comprennent qu'ils sont dans un établissement public, des collections nationales en l'occurrence, donc il n'est pas possible qu'il y ait une inversion des choses. On va passer à Thomas. Avant de parler du modèle économique des applications et de la partie catalogue, je crois que vous avez aussi eu, vous des soutiens mécènes dans des activités d'édition électronique. Tout à fait. Numérique. Et je retrouve les cas qui ont été présentés au Louvre et au Quai Branly. On a aussi bien le mécène d'exposition qui, une fois que le deal de mécénat est conclu, eh bien on arrive avec un projet. En l'occurrence, il s'agissait
de LVMH et de l'exposition Matisse-Picasso, Anne Baldassari, qui était commissaire de cette exposition, avait un projet en tête de site web. Et elle nous l'a présenté, elle l'a présenté en même temps aux mécènes, et c'est elle qui a fait le go-between et qui nous a obtenu le financement, enfin une grosse partie du financement nécessaire pour cette expérience. Donc le mécène, il mécénait l'exposition et il a rajouté quelque chose pour un site web, ouais, tout à fait. Et ça s'est fait en 2 temps. Hein. Il y avait vraiment la négociation du mécénat pour l'exposition. Oui, c'était pas le package. Et ce qui était à noter dans ce cas précis, c'est que c'est pas la RMN qui est allé lui proposer le projet, c'est vraiment le commissaire qui a une relation particulière avec ce mécène et qui a permis d'obtenir ce projet. Donc c'est un cas un petit peu à part. Sinon, on a, mais comme beaucoup d'institutions culturelles, on a des relations assez fortes avec Orange, et notamment à travers leur lab. Hein, donc leur département R&D. Je crois qu'ils aiment vraiment travailler des applications de leurs recherches dans le domaine de la culture, et on les rencontre régulièrement. Et on a pu bénéficier comme ça de 2 fois de mécénat de compétences, puisqu'ils ont réalisé pour l'exposition LAM un visio-guide, alors qui utilisait beaucoup la vidéo, qui mettait en place des technologies un petit peu qu'on n'avait pas l'habitude de trouver sur un visio-guide. Et puis pour l'exposition Monet, donc nous avions réalisé un site très beau site exceptionnel. Ah oui. Alors financé en grande partie par de l'argent public, puisque c'était le Conseil à la création artistique qui avait pris en charge 50% du financement de ce site. Mais Orange avait rejoint le projet pour nous offrir l'hébergement pour une durée de 3 ans. D'accord. Donc, comme on attendait beaucoup de trafic, c'était donc ça veut dire que le site, il a survécu à l'exposition. Les droits ont été négociés pour qu'il survive à l'exposition au minimum 2 ans après l'exposition. Ouais. Et là, le mécène de l'exposition, parce qu'il devait y avoir certainement un mécène dans l'exposition, n'a pas suivi sur la partie Internet. Alors, je ne me souviens plus exactement du détail de la façon dont ça s'est fait. Je pense que c'est justement à l'occasion de nos rencontres régulières avec Orange que cette proposition, on recherchait un hébergement, on savait qu'ils étaient hébergeurs. Ah non, mais non, ce que je demandais, c'est que le mécène traditionnel, qui devait peut-être être LVMH ou une marque comme ça, n'avait pas... On n'a pas cherché... voilà. Okay. On n'a pas cherché. Je reviendrai à toi sur le modèle économique des applications. Je voudrais juste donner la parole à Anne-Françoise de Lille, qui a un exemple. Alors, je voudrais savoir si elle est allée chercher la caisse d'épargne ou si la caisse d'épargne est venue à elle pour financer le nouveau visio-guide dont on a parlé tout à l'heure. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Alors, la caisse d'épargne était un partenaire fidèle du musée. Alors, je dois dire, c'est des relations longues et fidèles qui vraiment s'inscrivent dans le temps. Et ils étaient mécènes des expositions. Et voilà, je dirais le temps aidant, la réflexion aidant, on les a amenés petit à petit vers ça. C'était une longue négociation, je dirais. Bon, pas les montants affichés par le Louvre et Branly, hein, mais néanmoins, c'est vraiment pour eux un vrai engagement. C'est un budget de combien pour l'apport de la... Alors, l'apport de la caisse d'épargne, c'est 120 000 €. Mais ça finance 100% du projet de l'étape 1, décrite par Florence. Hein. Donc, ça veut dire aussi que la réalité, je dirais, économique de nos musées en région est pas la même, est vraiment pas la même. Et ce projet-là ne serait peut-être pas sorti sans l'apport de cette banque. Voilà, donc ils s'engagent sur 3 ans. Ça a été 6 mois de négociation un peu âpres, à la fois riches et un peu âpres, sur leur visibilité, sur les contreparties, évidemment. J'ajouterais qu'ils veulent vraiment associer les salariés. Donc ça nous intéresse aussi beaucoup, parce que, évidemment, les salariés de la Caisse d'épargne sur tout le territoire, c'est énormément de public. Voilà, donc c'est ça. Ça a été vraiment... aujourd'hui, on l'a lancé avec eux la semaine dernière. On a fait une conférence de presse, on a fait en sorte d'avoir des retombées. Je pense qu'ils sont pour l'instant à l'étape 1 très contents. Là, je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a envoyé les chiffres là depuis le week-end. Et on est, vous allez me dire, mais c'est les premiers jours, on est à 53% de taux de prise en main. Voilà, donc
rien que ça, évidemment, ça s'essouffle avec le temps, mais au lancement, on est à 53% chaque jour. Hein. Voilà. Pour revenir à la caisse d'épargne, c'est l'étape 1. Évidemment, on leur a déjà proposé l'étape 2. Et, tant que c'est chaud, tant que c'est chaud, exactement. Il y en a dans la salle qui savent de quoi on parle. On est sur une tablette pour l'année prochaine. Voilà. Mais je dois dire que c'est peut-être ils vont quitter les expositions pour nous accompagner sur le numérique. Ils ouvrent une e-boutique à côté de l'Opéra, entre la gare et l'Opéra, un grand espace, et ils misent vraiment là-dessus. Donc nous, vraiment, je pense que ce dialogue-là, on va le nourrir, on va faire en sorte de le développer et poursuivre. Voilà. Donc, pour résumer, pour avoir un peu d'argent, mieux vaut éviter les entreprises technologiques et aller voir la filiale, la succursale locale de sa banque. Ça donne un peu d'idées pour les musées, tous nos amis des musées hors de Paris et hors de la région parisienne. Je rigole. Est-ce qu'il y a d'autres cas de musées, peut-être en dehors de Paris, qui auraient eu recours à un mécène pour un projet numérique? Benoît Villain, du LAM. Je vais parler d'un projet que On reste à Lille. Voilà. D'un projet qui a été mécéné en nature, qui n'existe plus. Justement, c'est un peu pour ça aussi que j'en parle, parce que c'est important aussi de penser à l'avenir de ces projets. On a monté un projet pour l'ouverture du musée d'une web app avec Orange, non, je vous dis des bêtises, avec IBM. J'en avais déjà un peu parlé l'année dernière. IBM est une société de Roubaix qui s'appelle Urbilog, qui est spécialisée dans les sites internet. Et cette web app était prévue pour le parc du musée, avec un système de QR code. Et c'est un dispositif qui n'existe plus parce que le partenariat mécénat qui était signé à travers la convention était valable pour une durée limitée. Et que on n'a pas du tout, et ça c'est une erreur du musée, on n'a pas du tout anticipé sur la pérennité de ce projet à long terme. Ce qui fait qu'on a été obligé de le fermer parce que le musée n'avait pas les moyens financiers de s'engager sur une maintenance de l'application, et une location d'espace, de serveurs, qui était assez importante par rapport au parc du musée, pour maintenir ce système en place. Voilà. Donc ça pose la question de la pérennisation. Ça pose la question des moyens financiers est primordiale, on l'a vu. Le mécénat est opérationnel en fonction des structures, en fonction des relations qu'on a avec les mécènes aussi. Nous, on a pu faire mécéner la version LSF du Visioguide du musée par Orange. Mais c'est quand même des moyens importants pour un musée, surtout en province. Et ça pose la question, en effet, de la pérennisation. C'est pas tellement... par rapport à des questions qui ont été évoquées tout à l'heure, une question d'évolution des contenus, c'est pas tellement ça le problème. Parce que les contenus, on peut toujours les faire évoluer, quelle que soit leur forme. C'est vraiment une question d'orientation budgétaire aussi à un moment donné, au sein même de la structure. Et de choix scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que la direction, l'équipe du musée souhaite s'orienter en fonction de sa politique de sensibilisation des publics vers tel ou tel outil. Merci Benoît. Petite parenthèse, j'avais proposé à Orange ou à Samsung de venir participer à la table ronde, mais les deux ont décliné la proposition. Ils doivent être déjà trop sollicités. Alors, on va aborder le deuxième sujet, c'est-à-dire le modèle économique ou comment générer des revenus. Je vais revenir à Bordeaux. Alors, même si vous n'avez pas à rembourser, est-ce que d'ores et déjà vous savez qu'une partie des dispositifs que vous allez élaborer pourront avoir leur propre modèle économique et donc pourront être payants,
ou monétisable, comme on dit maintenant. Est-ce que ça fait partie aussi des critères? Un investissement d'avenir, c'est quand ça peut générer quelque part sa propre économie et donc survivre. Alors, oui, c'est un vrai problème, c'est une vraie question. C'est-à-dire comment, d'ailleurs ça a été soulevé tout de suite, là, c'est d'abord la question de la pérennisation. Et puis ensuite, il y a la question du modèle économique que ça va engendrer. Nous, on est parti sur une logique où ça doit pouvoir faire évoluer notre propre modèle économique de fonctionnement. Selon les centres, on est entre 20 et 40% d'autofinancement. Bon, voilà. On est quand même dans une logique de service public assez largement partagée aussi par les financeurs. L'État s'est quasiment désengagé, à part pour Universcience, mais en province en tout cas, pratiquement désengagé. On est à un niveau de 10-11% des cofinancements État. Donc effectivement, on a une vraie question pour certains de survie, pour d'autres de maintien du niveau d'activité. Et donc il y a plusieurs clés là, pour arriver à réussir la pérennisation. La première clé, c'est qu'il ne faut pas concevoir le numérique, enfin nous ne le concevons pas en tout cas, nous comme quelque chose en plus. Parce que sinon, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, chaque année, il va falloir renégocier à chaque fois, à chaque expo, à chaque appli, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder comment on peut avoir un biseau entre ce qu'on faisait avant par d'autres moyens. Je ne parle pas des moyens médiateurs sur lesquels on ne revient pas, mais par exemple des décors. Si je prends l'exemple de CapScience, il y a 10 ans, on avait l'équivalent peut-être de 7 emplois de décorateurs, menuisiers, constructeurs de décors de théâtre, etc. etc. quoi, voilà. Donc on était un peu comme si on produisait un film, hein, on fait le décor et ensuite on met l'expo à l'intérieur d'un décor. Il est évident que si on raisonne numériquement, on va raisonner autrement. Hein. Donc on va avoir un rééquilibrage des lots, hein, des lots de réalisation, avec des choses qui sont moins coûteuses en termes de fabrication, plus transportables. Donc c'est un peu comme le théâtre qui va faire 200 représentations au lieu d'en faire 100. Hein. Donc on a aussi cette idée-là qu'une expo, ça doit vivre 3 ans à peu près, 3-4 ans, et que normalement elle doit retourner en location, en nouvelle présentation, etc., retourner une partie, on va dire 50% de son coût. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la mutualisation. C'est-à-dire que toutes ces technos, si on les achetait individuellement, on les paierait 50% plus cher. À une seule condition, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un seul maître d'ouvrage par fonction. Parce que sinon, on est dans des programmes qu'on connaît bien tous, hein, c'est-à-dire qu'on va ajouter les frais de structure les uns aux autres et on ne gagnera aucune économie. Il faudra encore plus d'argent pour coordonner le programme. Donc là, ça c'est une condition forte en termes de pression hein, sur les organismes, c'est à faire confiance aux uns et aux autres hein, dans le cadre de la subsidiarité. Il y a des gens qui sont plus avancés dans un cas et puis moins avancés dans d'autres, mais tout le monde va en bénéficier. La troisième source de revenus, on est en train de le découvrir à notre insu, parce que ce n'était pas du tout prévu dans le programme. C'est tous ces grands débats sur est-ce qu'on est propriétaire de quelque chose, est-ce que personne n'est propriétaire des idées déjà. Hein, donc ensuite, une techno, c'est une durée de vie limitée. Donc croire qu'on va gagner de l'argent en revendant les inventions magnifiques qu'on aura pu trouver et qui seront périmées dans les 18 mois, ça c'est une illusion totale. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que sans qu'on fasse la moindre démarche, des gens viennent nous trouver. Et ce qu'on vend, en fait, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mutation d'autres équipements culturels, etc. Et en ce moment, on constate qu'il y a 2 ou 3 secteurs qui bougent en France. Et celui qui bouge le plus dans le domaine du numérique, c'est le tourisme. Et c'est un secteur porteur. C'est un secteur dans lequel il y a pour l'instant une valeur ajoutée faible, parce que la France a une chance, hein, c'est qu'elle attire naturellement. Donc on ne s'est pas beaucoup creusé la tête. Si on veut le rester. Voilà. Mais si on veut le rester, et si on veut apporter une valeur, et si on veut, ce qui commence à se voir dans la nouvelle réforme des offices de tourisme, par exemple, on voit que les offices sont capables maintenant de vendre des produits, d'autofinancer 30-40% de leur fonctionnement, ce qui était impensable il y a encore 5 ans, grâce à la professionnalisation, grâce à leur changement de statut, grâce à l'évolution des personnels. Et bien nous, on a une petite avance, on va dire 1 an, 2 ans, mais voilà, on est en train, par exemple, de refaire, entre guillemets, de fabriquer ou d'aider à fabriquer des offices de tourisme de nouvelle génération dans lesquels le spectacle devient une offre à part entière. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois débarrassé de la distribution des dépliants et des plans dont on parlait tout à l'heure, le personnel a autre chose de mieux à faire, de conseiller, d'accompagner, etc. Et donc d'assurer une continuité entre le visiteur web et le visiteur physique dans ce domaine. Voilà un exemple
où finalement il y a des sources de revenus possibles, hein, parce qu'on va transférer un savoir-faire qui est un savoir-faire de scénographie, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est monétisable. Voilà, et ça, c'est monétisable, tout à fait. On va revenir à la culture. Alors, il y a toujours eu le débat, est-ce qu'un lieu culturel peut être un lieu marchand? En fait, il a été, vous parliez de la billetterie, des produits dérivés, l'édition, papier, les audioguides qui sont souvent payants. Comment aujourd'hui, dans l'univers numérique, vous arbitrez pour décider qu'une application mobile ou un e-album ou un e-catalogue est gratuit ou est payant? Est-ce que vous avez quelque part des scrupules, c'était pas le bon terme, mais à diffuser ou à mettre sur iTunes, sur Android des produits payants? Vous n'en avez pas. Donc, chacun votre tour, quelle est un peu la stratégie ou la réflexion qui conduit à ces décisions? Alors, la première, je pense qu'on est quand même encore dans des phases quand même d'expérimentation, mais en tout cas, il y a un premier critère qui est simple, c'est que certaines applications, on va dire, sont en symétrie ou en décalque de produits qui sont déjà commercialisés. Donc c'est le cas par exemple au musée où on a évidemment les audioguides classiques qui sont déclinés sur iPhone ou même en téléchargement MP3. Donc à partir du moment où l'audioguide est payant de toute façon classiquement un peu partout, l'application, voilà, ce serait un peu ridicule. Évidemment, elle est moins chère. Et éventuellement, on peut considérer qu'elle apporte plus puisqu'on peut la ramener chez soi. Donc voilà. Mais là, du coup, la question se pose pas, j'allais dire. Et de la même manière, dans certains cas, on peut décider de faire un e-album, c'est-à-dire qu'on a un album, un catalogue qui marche très bien, qui est un ouvrage de référence, qui existe déjà, qui a déjà été commercialisé, qu'on décline, j'allais dire tout bêtement, puisqu'on n'utilise évidemment pas toutes les fonctionnalités du coup, que les applications pourraient permettre. Et à ce moment-là, il est évidemment aussi payant. Il y a aussi de toute façon des droits pour les auteurs, etc. Donc il ne serait pas question qu'il soit gratuit, quand bien même il aurait été rentabilisé en fait. Donc maintenant, on n'en est pas encore au moment où on peut se dire qu'on va faire un véritable catalogue conçu pour iPad qui sera amorti. Donc un jour peut-être, pour l'instant c'est vrai que c'est des projets qui sont possibles quand le papier a déjà quand même atteint une certaine rentabilité. Donc en gros, la charge de l'investissement, elle est sur le papier et le numérique. Dans ces cas-là, oui, dans ces cas-là, enfin, ça s'intègre. Alors après, et c'est vrai que c'est pas forcément des bonnes solutions parce que c'est des versions un peu dégradées, enfin dégradées, faibles peut-être. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que la simple, peut-être qu'on attendrait plus d'une application que la simple déclinaison d'un autre produit. Mais bon, c'est un mode de fonctionnement. Après, c'est vrai que de la même manière, une appli institutionnelle sur le musée, ça ressemble au site internet. Donc voilà. Donc du coup là c'est simple. Jusque là c'est simple, mais après ça peut quand même devenir plus compliqué. Dès qu'on commence à être sur le NFC, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'idée qu'on va pouvoir devant une œuvre se dire tiens là j'ai plus de contenu. On ne va pas faire payer à chaque fois. Et pourtant, ça ressemble un peu à l'audioguide. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, en fait, ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir résoudre dans les années à venir. Et peut-être, bon, ça, c'est pour ouvrir le débat. Peut-être qu'il faut d'ailleurs aussi réfléchir en fonction des usages qui existent déjà sur le net, où souvent, on appelle les gens avec une appli qui est gratuite, mais elle est tellement bien que pour avoir le petit plus derrière, il faut payer, et on paye plein de petites fois en fait. Enfin, et ça, les applications permettent ce passage du gratuit. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas expérimenté nous, peut-être que certains l'ont déjà fait. Et du coup, ça ne sera pas si simple, payant, pas payant, en fait. Enfin, ce sera sûrement des versions entre les deux. Mais je voulais aussi revenir un peu en arrière, mais après, très très rapidement, par rapport au mécénat et au modèle économique en général. C'est vrai que justement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui est important, c'est qu'on peut aussi avoir parfois des propositions d'apport en nature, de contenants hyper techno, très intéressants, mais de développer tout le contenu coûte tellement cher qu'en fait on ne peut pas. C'est pour ça que c'est aussi des modèles un peu
c'est là où c'est un peu particulier, je pense aussi, le mécénat numérique. Voilà, j'arrête. Je sais que le temps est compté. C'est intéressant. Constance, sur la position du Louvre sur l'arbitrage gratuit payant. Alors effectivement, vous demandez si on avait des scrupules à générer des revenus grâce aux applications ou autres produits multimédia, ou quelle était la politique, enfin s'il y avait un fond idéologique derrière ça. Je pense qu'il y en a quand même un. Il y a en France un parti pris qui est la modération des tarifs d'entrée dans les musées pour acheter un ticket, par exemple. Des études ont été menées pour savoir quel serait le prix, le consentement à payer des visiteurs. On sait très bien qu'il est bien plus élevé que le tarif d'entrée au Louvre ou au Quai Branly. Pour autant, on maintient des tarifs d'entrée relativement raisonnables, de l'ordre de 10 à 12 euros. Je pense qu'il y a à peu près le même état d'esprit en matière multimédia, à savoir de moduler entre un intérêt économique où effectivement on sent qu'il y aurait un appétit, même des consommateurs, à payer pour obtenir des contenus précieux, et en même temps cette vocation de transmission qui doit quand même prédominer. Ce qui fait qu'on privilégie dans les modèles économiques un financement amont, un financement aval, en recherchant justement des mécènes, des investisseurs au début, pour ensuite garantir soit la gratuité au mieux, soit au moins un prix très raisonnable. Ce qui fait que effectivement les applications, la première que le Louvre a lancée a été gratuite, avec effectivement ce petit modulo que vous décriviez, de petits bonus payants. Les suivantes n'ont pas forcément vocation à être gratuites, mais quand même à des prix extrêmement raisonnables. Concernant les guides multimédia, ils sont aussi payants, mais à des tarifs extrêmement faibles. Et si je prends un exemple hors de Paris, le Louvre va inaugurer avec la région Nord-Pas-de-Calais un futur musée à Lens. Et là, à la fois le ticket d'entrée et le guide multimédia seront gratuits à la première année. Donc vous voyez, il y a vraiment une volonté, je dirais presque politique, de démocratisation culturelle qui vise à ne pas forcément chercher à générer des revenus ou en tout cas de ne pas imaginer un modèle économique qui rentabiliserait complètement l'investissement initial. Voilà, d'où la recherche de fonds qui permet de financer cet accès gratuit ou très modéré à la culture. Thomas, donc vous avez maintenant alors peut-être plus, on va peut-être plus parler là sur les ce qu'on appelle e-édition, donc catalogue ou album. Vous en avez fait déjà plus d'une dizaine ou une vingtaine même. Ils sont payants. Comment vous fixez le prix? Comment vous vous calez par rapport au prix du papier? Et une petite question qui découle d'une expérience. Je suis allé dans un musée parisien il n'y a pas longtemps et il y avait la boutique à la sortie de l'exposition et j'ai essayé de me connecter dans la boutique au Wi-Fi pour télécharger le e-album. Pardon, excusez-moi. Dans la boutique à la sortie de l'exposition, j'ai essayé de me connecter sur le Wi-Fi pour télécharger le e-album qui était en vente et pas de Wi-Fi. Et je demande au libraire pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi. Il me dit mais je ne vais pas vous mettre le Wi-Fi pour que vous alliez télécharger un e-album sur lequel je ne vais pas gagner 1 euro. Donc est-ce que vous pouvez aussi avoir ce genre de réaction du secteur de l'édition traditionnelle? Je ne dis pas où c'était. Il faudra me le dire tout à l'heure. Pour ce qui est de la question du gratuit ou payant, la plupart des expérimentations que nous avons menées aujourd'hui, c'était réaliser une version numérique dématérialisée d'un produit existant qui est commercialisé, qui est payant. Donc il nous semblait normal de le rendre payant aussi sur ces supports numériques. Maintenant, nous prévoyons pour la rentrée des expériences d'écriture, de type de produits qui n'auront pas leur pendant matériel. Et donc là, la question se pose de façon plus difficile. Et la décision dépend de l'axe stratégique principal qui a conduit à mener ces expériences. Soit c'est un travail d'expérimentation de notre métier d'éditeur, et dans ce cas-là, on va vouloir maintenir les usages du métier de l'éditeur, c'est-à-dire faire un produit qui sera payant. Soit c'est une expérience qui tend à proposer de nouvelles formes de visite, de découverte, d'usage. Là, ce sont des projets qui sont clairement conduit par un souci de communication. Et on
va vouloir lui donner un maximum de visibilité et on va donc privilégier la version gratuite. Maintenant, la question alors la relation avec le secteur traditionnel de l'édition. Et alors pour avoir une idée précise, par exemple, prenons un exemple d'un e-album récent. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de téléchargements de l'e-album ou de l'e-catalogue par rapport, tu dis pas l'exposition si tu veux pas nous donner les chiffres, mais par rapport à la vente de l'édition papier de ce catalogue, pour avoir juste une idée du rapport. En réalité, c'est assez varié. C'est pas une réponse, ça. Non, ça dépend du sujet de l'album. Alors, j'essaye de me remémorer les chiffres. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps, donc ça va être facile. J'ai un exemple en tête, qui est un exemple un peu exceptionnel, qui est l'exemple de Monet. On avait eu énormément de communication sur cette exposition. C'était le premier e-album qui était proposé, donc on a eu des résultats qu'on n'a pas réussi à avoir sur les titres suivants. Mais aujourd'hui, on est, alors je vais vous donner des volumes là-dessus, on est à 5500 e-albums vendus sur l'App Store. Alors, sur les 20 albums. Non, sur le Monet. Sur Monet, d'accord. Alors que durant l'exposition, nous avions vendu 39 000 albums papier. Ouais, c'est raisonnable, c'est bien. Donc on est assez largement au-dessus des 10%, sachant que le chiffre de référence de l'édition numérique, c'est les chiffres qu'on peut trouver sur le Kindle, enfin sur l'édition roman, qui est un marché qui est un peu plus avancé et qui est de 10%. Donc ça, c'était vraiment une belle réussite. On n'a pas retrouvé, donc ça c'est la limite haute des expériences qu'on a eues. Et sinon on est plutôt entre 2 et 5% de ce qui a été vendu en papier. Alors là-dessus, il faut noter quand même quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que nos albums papier, on les vend très très massivement en sortie d'exposition. Là, on est dans un circuit de vente nouveau et différent. Si on ramène les proportions de vente de nos e-albums par rapport à la distribution, aux ventes des albums qui sont distribués dans le circuit classique de librairie, donc en dehors de la sortie d'exposition, on est sur des chiffres complètement différents. On est à 25, 30, 40% de ce qui a été distribué dans les librairies, avec des chiffres en progression, hein, puisque vous avez nos albums, une fois l'exposition finie, sortent des rayonnages assez rapidement. Alors les catalogues restent un petit peu plus longtemps, mais là on travaille surtout sur l'e-album, parce que c'est des prix qui sont plus accessibles sur l'App Store. Donc les albums papier sortent très rapidement après la fin de l'exposition des rayonnages des librairies, alors que les e-albums continuent à être vendus, hein, puisqu'il y a un rayonnage infini dans l'App Store. Alors évidemment, il quitte la tête de gondole. Il quitte la tête de gondole, mais les ventes progressent. On arrive à mettre en place des systèmes de marketing qui permettent de faire du cross-selling, donc avec notre nouveau titre, de vendre nos anciens, et donc ces proportions de vente augmentent avec le temps. Question au Louvre. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans la librairie, et est-ce que je peux télécharger le e-album quand je suis dans la librairie? Alors, bonne question. C'est une question que vous posez à la RMN en réalité, puisque la librairie du Louvre est gérée par la RMN. Et je veux dire, je n'ai pas la réponse. Paolo, on peut pas. Et comment on peut alors, je suis un visiteur, je sors de l'exposition m'a emballé, je veux télécharger l'application, le e-album. Comment je dois attendre d'être chez moi pour le faire? C'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement, et on a commencé à travailler sur la question du Wi-Fi, non pas pour l'e-album, mais pour les audioguides. D'accord. Puisque là, vraiment, c'est vraiment le lieu de vente idéal, c'est dans l'entrée de l'exposition. En fait, mais ça, c'est pour l'avant, mais on pourrait imaginer que pour l'après. Tout à fait. Donc, alors, dans nos espaces d'exposition, au GNGP et au Musée du Luxembourg, on a installé un réseau Wi-Fi qui est sécurisé, c'est-à-dire qui ne permet qui est bridé. qui est bridé uniquement sur nos produits.
Donc un visiteur qui serait venu avec son iPad en sortie d'exposition peut télécharger l'e-album. D'accord, donc il peut télécharger l'audio guide, enfin l'audio guide. L'audio guide en entrée, et puis l'e-album en sortie, à condition qu'il soit venu à l'exposition avec son iPad. D'accord, ok. Un objet un peu moins mobile qu'un... On l'a vu ce matin, ça se développe. Alors, c'était une boutade, la question du Wi-Fi. Comment vous arbitrez entre l'e-édition et l'édition traditionnelle? C'est peut-être pas une question d'arbitrage. Et petite question, dans le modèle économique ou le circuit de production, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont concevoir un album d'exposition et aussi imaginer au même moment l'extension Internet, et donc tous les droits sont négociés, ou est-ce que c'est ça reste deux schémas, enfin deux process différents? Alors, pour ce qui est de l'arbitrage, c'est difficile de répondre vraiment à votre question, parce que, bien entendu, il n'y a pas vraiment d'arbitrage entre, d'une part, les supports numériques et les supports papier. Enfin, les usages sont vraiment différents. Lorsqu'on parle d'un catalogue d'exposition, c'est une somme scientifique colossale qu'on ne peut pas imaginer transcrire via une application. Enfin, c'est vraiment... Et puis, il y a effectivement cet attachement à l'objet qui n'est pas le même. La question, effectivement, se pose sur les albums. Le Louvre est peut-être encore moins... Enfin, un catalogue peut-être encore... pas assez encore développé pour qu'on se pose la question de savoir s'il y a une vraie concurrence ou des arbitrages à faire entre l'édition papier et l'édition numérique. Et par ailleurs, ce ne sont effectivement pas les mêmes équipes qui pensent les contenus pour ces deux supports, puisqu'il y a vraiment une logique de lecture et une logique d'accès résolument différente. Même sur un e-album ou sur un catalogue? Alors, on a... aussi, c'est quand même la même direction qui est faite, et puis il y a des auteurs qui peuvent être identiques pour ces questions-là sur un sujet ponctuel, événementiel, comme une exposition, effectivement, que ce soit un e-album ou alors le mini-site internet qu'on dédie à l'exposition. On va retrouver effectivement des apports qui sont ceux de l'album, en sachant que c'est un même commissaire et une même plume qui est derrière. Parce que là, il y a une unité justement d'écriture concernant une exposition. Après... je pense qu'on aurait bien du mal à comparer, par exemple, pour ce qui est des collections permanentes, un guide papier et une application mobile ou le site internet. Parce que la différence d'usage est telle et la richesse du site internet en termes de volume d'informations produites est telle que vraiment il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors, j'avais invité un musée à venir s'exprimer sur ce sujet, qui a une expérience d'audio guide numérique payant depuis le départ et également de e-édition. Alors, le musée ne pouvait pas être représenté, mais l'agence qui développe ces contenus est avec nous. Donc, et je voudrais qu'on évoque, donc avec Frédéric Durand de Smart App, un sujet qui est un sujet de préoccupation aujourd'hui des musées, qui est, alors, parce que non seulement il faut faire la transition du papier au numérique, mais il faut en plus gérer les différents standards sur le numérique et notamment la concurrence Android, Apple. Donc je voudrais que Frédéric, tu nous dises un petit peu rapidement sur l'expérience des Jacquemart et Pinacothèque. Quels sont les retours que tu as et comparer l'impact en termes de revenus sur les deux univers, enfin les deux formats, je ne sais pas comment on appelle ça, les deux OS, les deux supports. Et tu nous as préparé 2 ou 3 slides qu'on va mettre en même temps. Pas de micro. Tu vas en avoir, ça va marcher. Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Durand, je suis le directeur de Smart Apps. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on réalise des applications mobiles, des guides de visite pour les institutions culturelles. À ce jour, une 50aine d'applications pour une 15aine d'institutions culturelles. L'ordre de grandeur, c'est 150 000, 180 000 téléchargements à peu près. On fait à la fois des applications gratuites et des applications payantes. Là, on va parler des applications payantes sur 2 points très précis. Je vais essayer d'être rapide. Le premier, c'est Apple versus Android.
Le deuxième, c'est sur le modèle économique. Donc Apple versus Android, la première chose, c'est l'équipement de vos visiteurs. Donc là, c'est difficile d'avoir des chiffres. Il faut recouper les chiffres généraux, c'est-à-dire l'usage des personnes qui sont équipées de smartphones, mais plus spécifiquement les visiteurs de lieux culturels. Donc en recoupant ces informations-là, globalement, on a ça. Ce n'est pas au millième près, mais gardez ces chiffres en tête. Il y a la moitié des visiteurs qui n'ont pas de smartphone, et l'autre moitié qui a des smartphones. Sur l'autre moitié qui a des smartphones, vous voyez, Apple, 25%, Android, 20%, le reste, 5%. Donc ça, c'est des études qu'on fait parce qu'on a la chance d'être présent dans énormément d'institutions culturelles. On fait des enquêtes, il y en avait eu aux Galeries Nationales, il y en a au Jacques-Marandré, à la Pinacothèque, dans beaucoup de lieux. Donc c'est la première chose qui est intéressante. Donc concrètement, si vous faites quelque chose pour Apple et Android, c'est-à-dire pour les smartphones majeurs, vous avez 45% sur 50%, ce qui est énorme. Effectivement, ceux qui n'ont pas de smartphone, soit ils prennent rien, soit ils prennent l'audio guide traditionnel quand il existe. Ça, c'est la première chose. Est-ce que, juste pour s'arrêter sur cette histoire d'équipement, tu nous aurais montré le camembert l'année dernière, Android aurait été vraisemblablement à 10%. Plus bas. Ou 5%. Non, plus bas que 20%, donc autour de 15-10, oui. Est-ce que... c'est difficile de faire des prédictions, j'imagine, mais est-ce que dans l'année prochaine, si on se revoit et on évoque à nouveau le sujet, Android aura largement dépassé sur ce marché-là de la France et des lieux culturels Apple. En fait, c'est un sujet qui n'est pas très simple parce qu'évidemment, les chiffres sur le secteur dont on parle, qui est notre secteur sur lequel on est focalisé, et tout le monde ici aussi, ne représentent pas les usages globaux et mondiaux. Non, mais c'est pour ça que je parlais et effectivement, vos visiteurs sont beaucoup plus équipés de terminaux plus chers, plus perfectionnés. Je parle en général. Okay. Donc du coup, la proportion de terminaux Apple, qui sont quand même des terminaux qui sont relativement chers, qui équipent une certaine frange de la population, sont surreprésentés par rapport à l'équipement général. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de téléphones Android que d'Apple. Enfin, en tout cas, ça commence à être vraiment... ça dépend des pays, mais c'est très, très, très proche. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors, la deuxième chose, c'est à droite. Je vous ai fait la représentation, donc c'est assez intéressant. J'espère que je vais choquer personne. Hein. Je vais parler de revenus, d'euros, de génération de revenus. Mais voilà ce qu'on fait concrètement au musée Jacques-Marandré pour l'expo qui a terminé en janvier, qui est donc l'expo de deuxième semestre 2011 sur Fra Angelico. Vous voyez à gauche l'équipement des gens, vous voyez à droite les revenus. Ça se passe de commentaires. Il y a deux choses à dire. Le premier, c'est la valeur absolue. Donc 6 000 €, c'est pas rien pour une exposition. Le musée Jacques-Marandré, c'est pas le musée du Louvre, même s'il a une fréquentation importante, autour de 200 000 visiteurs par exposition. Donc c'est le chiffre en valeur absolue, c'est pas rien dans un budget. Voilà, il y a des visiteurs qui ont dépensé cet argent-là pour acheter le guide de visite de l'exposition. La deuxième chose intéressante, c'est le ratio. Donc c'est 5% Android et 95% iPhone. Donc ça, c'est très intéressant. Ça recoupe un petit peu les chiffres mondiaux sur n'importe quel type d'application. La logique, c'est que quand on est sur l'App Store, on a des applications de qualité qui sont vérifiées avec un certain type d'utilisateurs qui sont prêts à payer pour avoir un contenu de qualité qui est exclusif. Sur Android, c'est beaucoup plus hétérogène. Les applications sont parfois moins bonnes. Et en tout cas, l'utilisateur est un utilisateur qui a un autre profil et qui attend plutôt des choses gratuites. C'est la culture du gratuit, oui. Exactement. Et il y a une facilité, la même facilité d'acquisition dans le musée pour l'application sur support Apple que sur support Android. Hein, c'est pas plus compliqué. Donc si normalement c'était pareil, il devrait y avoir à peu près 50-50, un peu plus pour Apple. Là, c'est pas du tout le cas. Le prix de vente de l'application ? Alors le prix de vente, il est divisé en deux parce que nous, on propose justement une alternative aux visiteurs. On propose une application standard, uniquement iPhone, avec des visuels non zoomables ou non haute définition, et une version mixte iPhone et iPad avec plus de contenu, plus de valeur. Ça permet de segmenter un peu et de laisser le choix aux visiteurs. Donc c'est 1,59 € l'application standard, 2,99 € l'application haute définition. Il faut savoir que ça, c'est le revenu qui rentre dans les caisses du musée. Parce que Apple, c'est après déduction Apple. Hein, c'est-à-dire Apple prend exactement 40%, c'est-à-dire 30% pour lui, enfin pour Apple,
Pareil pour Android, hein, Apple et Android c'est la même chose. 30% pour donc le système et 10% pour les taxes. Donc vous recevez 60%. Donc ces chiffres-là, 6 000 €, c'est vraiment ce qui tombe, hein, c'est les 60%. Voilà pour la première information. Intéressant. Alors le deuxième, là par contre, c'est sur le modèle économique. Donc ça, c'est très intéressant aussi. On a la chance de travailler depuis très longtemps, étant pionnier dans le secteur, avec le musée Jacques Marandré. Ça fait 2 ans et demi, donc c'est la 5e exposition là actuellement qui a démarré, Crépuscule des Pharaons, il y a 15 jours. Donc là, je vous ai mis les expositions dans l'ordre chronologique. Donc premier semestre 2010, c'était Gréco Dali, deuxième semestre 2010, Rubens Poussin, etc., Caillebotte, Fra Angelico et Crépuscule des Pharaons. Donc les grosses barres avec les chiffres en euros, c'est les revenus. Et les petites barres rouges, en fait, c'est ce que ça coûte à développer l'application. Donc il y a deux choses. Il y a de plus en plus de revenus qui sont générés. Ça s'explique assez facilement. Parce qu'il y a de plus en plus de gens équipés, il y a de plus en plus de gens qui sont habitués, ça rentre dans les usages, dans les habitudes. Le musée Jacques Marandré, il n'a pas grossi, sa fréquentation elle est à peu près la même, donc c'est vraiment un périmètre constant. Donc ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, vous voyez la progression. On est vraiment dans un périmètre constant. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font l'acquisition de ces outils de visite sur mobile. On est passé de 2 640 € à, comme je vous disais, 5 930 pour la dernière expo. Et à côté de ça, les coûts de développement, c'est l'inverse. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure qu'on a de l'expérience, qu'on développe des choses, qu'on industrialise, qu'on peut à la fois avoir des applications qui sont très performantes et personnalisées, ça coûte de moins en moins cher. En 2 ans, on divise le coût en 2. On est passé de 4 000 à 2 000. Donc, faut savoir. Tu réponds à la question que j'avais annoncée au tout début de la table ronde sur le mythe du numérique qui coûtait cher. Hein. Donc c'est une forme d'illustration. Alors oui, c'est une bonne forme d'illustration. C'est toujours pareil, c'est pas blanc-noir. On réalise des applications très sophistiquées. Par exemple, on en a réalisé une pour la Tour Eiffel, l'application officielle de la Tour Eiffel qui est sortie début décembre. C'est quelque chose effectivement avec des modules compliqués, avec une vision panorama 360, de la réalité augmentée, enfin énormément de choses. Voilà, il y a des institutions qui ont des ressources pour ça et c'est très bien. Mais à côté de ça, il y a une offre qui est tout à fait possible, en tout cas chez nous, d'applications qui peuvent être mises en œuvre avec des ressources extrêmement réduites. Donc ça, c'est intéressant. Et comme vous voyez, ça ne fait, entre guillemets, que baisser. Donc ça, c'est l'aspect coût de développement. L'autre aspect, c'est l'aspect partage de revenus. Je simplifie, mais dans le mode du musée Jacques Marandré, on a la possibilité, ce qui n'est malheureusement pas le cas avec toutes les institutions culturelles, parce que parfois les institutions culturelles publiques voudraient avoir ce système-là, mais ne peuvent pas le mettre en œuvre. Donc malheureusement, elles sont obligées de payer en une seule fois le coût de développement total. Mais pour les institutions qui peuvent le faire, c'est aussi intéressant parce que on a un intérêt commun à ce que l'application ait du succès, soit bien diffusée, soit bien téléchargée, etc. Donc on a un partage de revenus qui permet à la fois d'être intéressé au succès des deux côtés et de financer, on va dire, le reste des contenus de médiation parfois sur ces institutions. Donc c'est intéressant à la fois en termes de croissance, vous pouvez le voir, là c'est quasiment linéaire, et en termes de coûts de développement qui, eux, baissent proportionnellement. Deux courbes qui se croisent. Hein. Donc au début, il n'y a pas de, je ne mens pas, au début, il n'y a pas de secret. On était plutôt dans une logique de communication, de budget de communication, et au final, ça coûtait un petit peu d'argent. Après, comparer des 4x3 dans le métro, on n'est pas dans les mêmes aspects. Mais ça coûtait de l'argent. Maintenant, vous voyez, c'est plus du tout ça, et la tendance est totalement inversée. Merci Frédéric.